Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui au cœur des débats, les fintechs. Les fintechs sont devenus depuis bientôt une vingtaine d'années un acteur majeur du paysage financier africain. Elles offrent de multiples services financiers, essentiellement du paiement, du crédit, mais également de l'épargne, de l'assurance, des services d'évaluation de risques, etc. Ces entreprises surfent sur la faible bancarisation des populations africaines et la forte pénétration de la téléphonie mobile pour proposer des produits financiers numériques innovants. Aujourd'hui, dans ce numéro de votre magazine, on s'intéresse aux nouveaux enjeux stratégiques de ces acteurs clés. Comme toute entreprise, elles sont confrontées à de multiples défis. Quel est le parcours de l'entrepreneur fintech? Quels sont les défis auxquels font face ces promoteurs? Nous en parlons avec nos invités ici en studio. Avec nous, M. Alex Sia, directeur de Africa Fintech Forum. Merci d'être avec nous. Et aussi dans ce studio, Monsieur Bamori Kamagate, vous êtes le directeur UEMOA de Uniskip. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, messieurs, avant d'aller plus loin, on aimerait savoir un peu dans quel segment chacun de vous évolue. Uniskip, qu'est-ce que c'est exactement? Uniskip est un acteur, une fintech qui opère dans le paiement, donc sur les 3 continents que sont l'Europe, l'Afrique et la zone des Caraïbes. Et vous êtes concentré que sur la zone UEMOA en Afrique. Tout à fait. On dirige la zone UEMOA à partir d'Abidjan qui couvre la Côte d'Ivoire et le Mali, avec de nombreux pays de la zone UEMOA à ouvrir dans le courant de l'année 2022. Alors, on verra comment vos activités nous permettent à l'économie africaine d'être beaucoup plus résiliente. Monsieur Alexia, vous êtes directeur de Africa Fintech Forum. C'est quoi l'Africa Fintech Forum? L'Africa FinTech Forum, c'est deux choses. Premièrement, c'est une organisation donc, qui rassemble des acteurs de l'industrie de la FinTech avec pour objectif de faire le plaidoyer, de faire la promotion et de faire l'information sur les nouvelles technologies au service du secteur financier. Pour ce fait, nous essayons de construire les briques pour développer l'industrie FinTech africaine, construire les briques à travers diverses activités. Ce sont notamment la mise en place d'associations FinTech un peu partout en Afrique. Nous l'avons fait au Maroc, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, nous l'avons fait au Niger et dans d'autres pays de la zone centrale de l'Afrique. Et puis, c'est aussi le développement de la connaissance de l'industrie FinTech à travers notamment des études que nous initions avec certains partenaires, des études pour aider à comprendre le développement de l'industrie, pour aider à comprendre les enjeux de l'industrie et pour bien sûr orienter la décision des décideurs. Alors comprendre le développement de cette industrie financière, mais quand on regarde il y a quelques mois ici sur ce même plateau, on parlait encore des fintechs et on a vu qu'il y avait seulement que 2% des fintechs qui se développaient ici en Afrique sur pratiquement 13 000 startups au niveau mondial. Qu'est-ce qui explique ce faible taux au niveau des startups africaines à s'intéresser à la fintech ou à prospérer au niveau des fintechs? Il faut reconnaître d'abord que la finance digitale est aujourd'hui menée par de gros acteurs. Donc les petits, si je puis m'exprimer de la sorte, les petits porteurs de projets sont des fois, les startups en général ce sont des petits projets, sont confrontés en fait à ce défi-là d'opérer contre des mastodontes en fait bien établis. Alors opérer contre des mastodontes, donc est-ce qu'il ne faut pas quelque part que ces promoteurs-là s'unissent pour pouvoir faire face à ces mastodontes comme vous le dites? Ah oui, mais aujourd'hui c'est le défi. Il faut d'abord de l'union pour qu'on puisse en fait parler d'une voix beaucoup plus audible et surtout proposer des solutions qui soient adoptées par l'ensemble des populations. Et il n'y a pas de moyen aujourd'hui avec la digitalisation. De petits acteurs peuvent se confronter à de gros acteurs, de mastodontes dont on parle. Et donc il n'y a aucune raison d'être complexé, on peut se challenger comme on peut. Alors même je sais à vous qui êtes sur l'Africa FinTech Forum, on a vu la 3e édition il y a quelques jours, quelques temps de cela. Est-ce que vous avez des exemples en griffe, petits porteurs de projets comme ça qui arrivent à s'imposer sur le continent? Oui, tout de suite, de tête, je dirais un acteur comme Pedonia, qui est une fintech sénégalaise, basée au Sénégal, créée par des jeunes ou des étudiants qui sortaient fraîchement, des jeunes qui sortaient fraîchement de l'université. Et Pedonia aujourd'hui est arrivé à s'imposer au Sénégal, est en train de se déployer un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, aussi en Afrique de l'Est, en Afrique centrale plutôt. Oui, il y a des exemples comme ça qui existent et je pense que, comme le disait Bamori tout à l'heure, pour l'instant, on dirait dans le jeu, on a de gros acteurs qui sont présents.
on connaît ces gros acteurs. Je parlerai tantôt de Wave, je parlerai de Flutterwave, de Paystack, etc. Donc, qui sont en train de lorgner le marché francophone, et principalement le marché d'Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a de gros acteurs qui arrivent comme Uniskip, qui vont apporter ce dynamisme aussi à toute l'industrie locale. Après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura certainement une reconfiguration de ce marché-là, avec de gros acteurs qui vont prendre de la place de petits acteurs qui seront amenés soit à disparaître ou à s'allier, donc à travailler dans une stratégie d'alliance. Mais aussi des acteurs traditionnels tels que les acteurs mobile money que nous connaissons, Orange et MTN, qui bien évidemment ne resteront pas en marge de ce développement de la fintech, qui vont prendre des positions, qui vont essayer de contre-attaquer. Donc on aura une forte dynamisme de l'industrie francophone, de l'industrie fintech en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pour le bonheur des populations, parce qu'on connaît aujourd'hui les retombées de cette lutte, de cette intensité concurrentielle qu'il y a au niveau de la fintech, du mobile money précisément. Alors, vous parlez avec un certain optimisme. Est-ce à dire que le terrain est assez fertile, assez prospère pour le développement des fintech en Afrique? On peut le dire? Les conditions sont propices? Les conditions sont réunies. Il y a de forts besoins. On a une population extrêmement jeune, extrêmement bien équipée, et qui aujourd'hui peut passer les barrières qu'ont subi certains pays ailleurs dans le monde. Et nous, on a la chance de pouvoir faire des sauts technologiques, donc qui nous permettent aujourd'hui d'avancer très rapidement. Alors moi, je pose généralement cette question. Vous êtes une nouvelle vision de la chose. Est-ce que sur le continent africain, le faible taux d'alphabétisation, c'est pas un problème? Non, pas forcément. Le faible taux d'alphabétisation n'est pas forcément un problème, parce qu'aujourd'hui, avec des solutions adaptées pour des populations qui ne savent ni lire ni écrire, en vous parlant de ça, moi je vous parle de notre application, dont la version 2 sort dans les jours à venir, mais nous avons repensé une application totalement efficace pour des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Au passage, nous avons sillonné de nombreuses zones rurales en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, pour comprendre en fait la problématique de chacun de nos clients. Et aujourd'hui, nous avons sorti une application avec beaucoup de pictogrammes, avec de la voix, qui pourra même être traduit dans des versions ultérieures en langue vernaculaire, mais avec des univers graphiques qui permettent de faire totalement des opérations. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça que je dis c'est ça l'avenir de la banque, c'est de pouvoir combler le besoin de population et de tenir compte de leurs entre guillemets carences et de leurs possibilités pour pouvoir bâtir vraiment des solutions efficaces. Alors, M. Chia, autre argument qui milite en faveur de ce développement, de cette propension de la fintech en Afrique? Je pense que tous les drivers de développement de l'industrie, ils sont ouverts. On évoquait tantôt la pénétration du mobile money, on évoquait le taux d'inclusion financière qui est bas, on évoquait le dynamisme au niveau de l'innovation, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc tous ces faits-là concourent au développement de la fintech en Afrique. Mais pour emboîter le pas à bas, Maury, effectivement, la fintech veut résoudre les difficultés ou les problématiques qui se posent au niveau de l'amélioration pour améliorer l'inclusion financière. Donc, éventuellement, que ces nouvelles technologies-là permettent d'adresser tous ces challenges-là, notamment le fait taux d'alphabétisation des populations, le fait qu'il y ait une grande partie de nos populations qui sont en zone rurale, qui n'aient pas accès à un guichet automatique, par exemple, qui n'aient pas accès à des services financiers. Donc, toutes les nouvelles technologies, aujourd'hui, les technologies proposées par les fintech permettent d'adresser toutes ces problématiques-là. Donc, je pense que, je le disais dans mon propos antérieur, il y a un certain dynamisme et je pense que le développement de l'industrie sera beaucoup plus important que nous avons connu dans les 2 prochaines années, parce qu'il y a beaucoup d'attrait pour le marché, il y a beaucoup de potentiel sur le marché francophone, sur le marché ivoirien. Et aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des choses très intéressantes, qui viennent avec des technologies très intéressantes, qui permettra de faciliter l'appropriation par les populations
des services financiers. Alors, une autre question un peu fondamentale pour nous. Quand on parle de FinTech aujourd'hui, ce sont des solutions technologiques adaptées au monde financier. Alors, ces startups qui viennent, est-ce qu'elles doivent s'adosser forcément à des banques, à des opérateurs de téléphonie, ou bien ces opérateurs de téléphonie ou ces banques peuvent elles-mêmes déployer eux-mêmes leurs solutions technologiques? Qu'est-ce qui serait la solution adaptée sur le continent? Ben, je pense pour ma part qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons tous intérêt, tous les acteurs en fait, de la finance avons tous intérêt en fait, à collaborer de façon à pouvoir combler des besoins. Il ne s'agit pas d'évoluer en silo. Jusque-là, beaucoup opèrent en silo. Mais avec des applications, des API ouvertes, on permettra en fait, de résoudre assez rapidement et efficacement en fait, les problématiques. Vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait. On est dans la même dynamique. Pour nous, développer la FinTech africaine, c'est d'avoir une approche écosystémique, donc amener tous les acteurs, banques, télécom, FinTech, assurance, à travailler ensemble. Parce que, je le dis très, très souvent dans mon propos, on a par exemple en Côte d'Ivoire, on a autour de 60%, autour de 40%. Bon, il faut voir la réalité des chiffres, du taux d'inclusion financière. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 60% de la population qui est exclue des systèmes financiers. Est-ce que c'est parce que cette population n'a pas assez de moyens pour être inclue dans le système financier? Je ne crois pas. Parce que, prenons par exemple les chiffres en 2017-2018, l'État a distribué aux filières agricoles, qui sont principalement, aux acteurs des filières agricoles, qui sont principalement en zone rurale, quelque chose comme 500 milliards de dollars. Non, 500 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a circulé dans ces zones-là. Il y a beaucoup d'argent qui a transité par les proches de nos populations, de nos fermiers, de nos agriculteurs, mais qui, la plupart du temps, le circuit d'inclusion ou le circuit d'inclusion de ces populations dans le système financier, il est très limité. Parce que quand ces personnes reçoivent leur paie, quand elles reçoivent le produit de leur vente, automatiquement elles font du cash out et puis elles n'arrivent pas à épargner. Pour nous, il faut aller chercher ces 60% de la population qui reste là. Et chercher ces 60% de la population importe de faire collaborer ensemble tous les acteurs. Les banques, elles ont l'infrastructure financière, les fintech ont la technologie, les télécoms ont la couverture réseau. Donc je pense que c'est une conjugaison d'efforts de ces acteurs-là qui permettra d'aller chercher ces 60% qui sont hors du système et qui sont la plupart du temps en zone rurale. Effectivement, dans la classification qu'on pourrait faire de la FinTech, moi je considère, et beaucoup comme moi, un acteur comme Orange Money comme une FinTech. Et bien évidemment que les banques, certaines banques par exemple, je prendrai le cas de Standard Chartered qui a créé une FinTech, mais qui développe ces solutions, qui développe des solutions seulement pour Standard. Donc, il y a la possibilité pour les acteurs comme des banques, comme des telcos, de créer des acteurs, de créer des fintech. Cela permettra de dynamiser le marché. Mais je pense que dynamiser plus le marché, développer le marché, demande que tous ces acteurs-là puissent collaborer ensemble pour pouvoir proposer des solutions innovantes, adaptées aux besoins des populations africaines et surtout qui soient faciles d'usage et de compréhension pour nos populations. Alors, autant d'opportunités. Comment expliquer ce fameux argument qui revient toujours, les fintech manquent de financement? Quand on voit tout ce que vous pouvez apporter en tant que solution, pourquoi est-ce que vous avez ces problèmes de financement, comme on le dit bien souvent? Et les fintech ont des problèmes de financement parce que l'univers de la fintech est très peu connu des banques, en tout cas des mécanismes de financement efficaces qui sont proposés. Mais avant ça, je vais revenir un peu dans la continuité des propos d'Alex pour dire qu'en fait, certaines banques aussi ont commencé en fait à proposer des solutions digitales, mais qui pour moi, qui vont toujours dans le sens en fait de la continuité de leurs services bancaires sur les terminaux mobiles. Aujourd'hui, il faut penser bien plus loin. Et on est tous dans la même dynamique de pouvoir en fait s'allier, de pouvoir être le plus ouvert possible pour aller chercher véritablement les vrais besoins des populations. Des populations, par exemple, du secteur informel, qui ne disposent d'aucun outil aujourd'hui d'encaissement fiable, leur permettant de retracer leurs ventes, leur permettant de faire de la réconciliation bancaire. Là où le paiement doit être opéré, on opère du transfert.
du transfert, parce que le transfert, c'est un acte de paiement, mais pour lequel on ne peut pas associer en fait des items qui ont été achetés, faire de la traçabilité. Aujourd'hui, on vous achète 3 oranges, 4 bouteilles de coca. En fin de journée, vous ne savez ni qui l'a acheté, ni comment, ni pourquoi. Et vous ne savez même pas votre seuil de rentabilité. Nous, Uniskip, nous sommes venus avec des solutions de caisse intégrées dans notre porte-monnaie à l'endroit des petits commerçants. Question de leur permettre d'opérer des paiements de tous les opérateurs et de pouvoir en faire le point du cash et de leur fonds de roulement pour qu'ils évitent de penser que si je peux me permettre, de faire l'amalgame entre fonds de roulement, bénéfices, argent perso, tout cela, ça part d'une éducation financière. Et si on veut réussir une inclusion financière en Afrique, il faut que nous donnions les moyens à nos populations de pouvoir disposer d'outils leur permettant d'évoluer. Ils pourront, dans ce cas-là, épargner, ils pourront avoir droit à l'épargne, avoir droit du moins au crédit, au microcrédit s'il le faut, mais il faudrait qu'on puisse leur donner l'ensemble des outils. Partout dans le monde, les secteurs tertiaires et autres ont évolué parce qu'ils disposent d'instruments pour pouvoir travailler efficacement. Alors, revenons sur la question de ces financements. Pourquoi est-ce qu'on dit les fintech, vous avez besoin, vous manquez de financement? Est-ce parce que vous êtes des structures un peu à risque? Pas spécifiquement à risque, mais aujourd'hui, c'est un métier qui est méconnu sur le continent. Nous sommes les précurseurs, donc il est bien évident que les banques ou les organismes de financement viennent avec des pincettes en se demandant, bon, on est dans un secteur technologique, dans toute activité sur Terre, il y a quand même un certain risque. Si on veut gagner de l'argent, il faut prendre du risque. Et ces banques-là, elles ont vocation à faire de l'argent. Donc elles doivent normalement aller sur des secteurs qui sont risqués, mais il y a des points de l'économie qu'elles maîtrisent assez bien, sur lesquels elles préfèrent pour l'instant rester. Et on leur dit non, vous ne faites pas bien, il faudrait pouvoir accompagner, que ce soit de gros, de petits porteurs, pour pouvoir en fait aller sur ce secteur-là, proposer des choses qui changent en même temps le quotidien des populations et qui rapportent de l'argent. Mais en même temps, un paradoxe, c'est vrai que les schémas classiques de financement, on a de gros soucis. Les fintechs ont des problèmes pour mobiliser des fonds à ce niveau-là. Mais on rencontre aussi des fintechs, mais vraiment ces dernières années, il y a un boom au niveau des levées de fonds. Il y a des fintechs qui réussissent à lever des fonds importants. On a vu que jusqu'à fin septembre 2021, on était à plus de 1,44 milliard de dollars levés que pour les fintechs en Afrique. Qu'est-ce qui explique d'un côté cette attraction des investisseurs sur les fintechs, hormis les financements classiques? Moi, je dirais deux choses. Et puis, déjà, pour les chiffres, il faudra regarder la localisation des différentes levées. On se le dit dans l'industrie, ce sont les anglophones qui lèvent le plus. On se dit dans l'industrie, il y a 2 marchés qui attirent beaucoup plus les investisseurs. Il y a le Nigeria en première tête, l'Afrique du Sud et puis le Kenya. Dans une moindre mesure, le Ghana qui commence de plus en plus à avoir de bonnes levées. Contrairement au marché anglophone, le marché francophone peine d'une certaine manière, mais depuis peu, on peut citer un exemple Wave qui a levé cette année autour de 200 millions de dollars. Avant ça, on avait un acteur comme Intash qui avait à son tour de table, qui a eu à son tour de table Total et puis Worldline. Qui a levé pas mal d'argent aussi, qui lui a permis aujourd'hui d'accompagner son développement partout en Afrique. Mais la réalité, c'est qu'en zone francophone, on lève peu. On pourra dire l'une des problématiques ou l'un des freins à la levée dans les zones francophones, c'est le cadre réglementaire. Dans beaucoup de pays, comme en Côte d'Ivoire, dans la zone UEMOA, les régulateurs qui sont les banques centrales n'ont pas encore déployé un cadre réglementaire incitatif ou un cadre réglementaire adapté pour les fintechs, de sorte que obtenir des fonds auprès d'un investisseur pour une activité qui, on ne sait pas si après la réglementation va disparaître ou sera maintenue. Il y a cet état de fait. Et puis la deuxième des choses, c'est que c'est le marché, c'est aussi le marché. Le Nigeria, on connaît, c'est plus de 100 millions d'habitants. C'est un marché intéressant pour un investisseur qui met de l'argent dans une fintech qui est sur ce marché. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, en termes d'acceptance ou d'appétence pour les nouvelles pour toutes les technologies financières qui peuvent exister, le paiement par carte,
TPE, etc., au niveau mondial, est classé troisième. Donc devant des pays comme la France, comme pas mal de pays européens, etc. Le Kenya, on sait qu'aujourd'hui, le mobile money a commencé au Kenya. On sait le fort impact que ça a eu sur l'économie. Je pense autour de la contribution au PIB. Tous les flux qui ont transité par mobile money, c'est autour de 20%. Tout cela a pu se mettre en place parce que l'État a accompagné, parce que le régulateur a accompagné et parce qu'un acteur comme Safaricom a mis en place tout un écosystème pour porter l'innovation, non seulement l'innovation, mais aussi pour accompagner les fintech ou les startups qui voulaient opérer dans l'industrie. De sorte qu'aujourd'hui, par exemple, des fintech qui ont été dans le giron de Safaricom ont pu s'exporter aujourd'hui dans des pays comme l'Afghanistan, comme le Pakistan, comme l'Inde, etc., pour proposer des solutions qui avaient commencé qui étaient adaptées d'abord pour le marché kenyan. Donc toutes ces conditions réunies font que particulièrement ces pays ils attirent. Au-delà de ça, il y a la stabilité, toutes ces choses qu'on connaît. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'en Afrique francophone, on va commencer à lever. Et je pense qu'il y a des levées qui se font, beaucoup d'acteurs ne communiquent pas. Je sais que par exemple, Uniskip va lever beaucoup bientôt. Des acteurs ivoiriens comme Panelis Cash, etc., bien d'autres acteurs ont fait des levées. Bon, peut-être la particularité de nos Ivoiriens ou de nos francophones, c'est de communiquer peu sur ces levées. Mais je pense qu'il y a des levées qui se font. Après, oui, ce qu'on connaît en Afrique anglophone, c'est très spectaculaire, les 200 millions, les 100 millions de dollars, etc., etc. Mais je pense qu'on va arriver à ça. Il faut qu'on puisse construire notre industrie. Il faut qu'on puisse construire la fintech francophone. Et je pense qu'avec les appuis des différents acteurs tels que les banques, tels que les telcos, si on se structure, si on travaille ensemble au renforcement de cette industrie-là, ce ne sera plus un gros souci pour lever pour les fintech francophones. Alors, réussir à lever des fonds, on est un peu dans le secret des dieux en griffe. Uniskip va bientôt lever des fonds. Vous nous dites quelques mots et puis surtout, ça sera peut-être votre mot de fin parce qu'on tend vers la fin de cette émission. Comment repenser véritablement les fintech après cette période de Covid? Uniskip est engagé sur des levées majeures qui vont se solder en série A et en série B par des levées de 350 millions de dollars. Donc, quand on me dit que les fintech francophones ont du mal à lever, des fois, moi, je dis qu'on s'inscrit en faux. Si on le fait, nous, on réussit à le faire, donc les autres peuvent aussi le faire. Donc, ce sera bénéfique à tous d'ailleurs sur le monde francophone. Cette période post-Covid nous a montré en fait qu'on devait vivre différemment, que le digital devait être créé en fait en tous. Et donc après cette période de Covid, il y a les réflexes ont changé. Les réflexes ont changé et ça tend en fait à favoriser en fait l'appétit, je peux pas dire le marché des fintech. Et donc on va prendre encore beaucoup plus de part dans la vie de tout un chacun, mais avec des solutions, je le répète, des solutions efficaces qui pourront permettre à nos populations de pouvoir bénéficier des services bancaires de partout. Le client demeure et doit être au centre de nos préoccupations. Le client, c'est la masse. C'est tant le client qui est à Bondoukou que celui qui se trouve à Oumé ou à Kara au Togo. Donc vraiment, aujourd'hui, on doit adresser la banque à tous et pour tous, low cost and big quality. C'est ça notre motif. Low cost and big quality, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà de remercier des acteurs qui nous ont accompagnés sur le forum, parce que je parlerai de l'Africa FinTech Forum qui a eu lieu les 23 et 24 novembre à Abidjan. Bamori le disait, on a eu pas mal d'acteurs qui nous sont venus de l'extérieur, il y a eu pas mal de rencontres, il y a eu pas mal d'opportunités qui se sont dégagées pour les acteurs qui ont participé. C'est déjà de les remercier. Et puis, comme je le disais en propos, pour nous développer la FinTech, développer des solutions qui répondent aux besoins des populations, adresser des challenges d'inclusion financière impose de collaborer entre tous les acteurs.
On se dit, il y a les acteurs de l'industrie, mais aussi il y a des acteurs comme vous qui faites l'information, qui partagez l'information, dont la tribune aujourd'hui, le plateau aujourd'hui nous permet de parler de FinTech, de parler de ce qui se fait et de parler de ce qui doit se faire pour qu'ensemble on puisse développer cette industrie-là. On est heureux, nous, en Afrique francophone, c'est vrai qu'on a, entre guillemets, connu un certain retard par rapport aux zones anglophones, mais je pense que il n'y a jamais de retard en technologie. On arrive toujours, nous, à leapfrogger avec les technologies que nous connaissons. Mais je sais qu'on aura un marché dynamique d'ici 2 ans qui permettra à tous les acteurs qui opèrent, mais il y aura une reconfiguration aussi du marché, donc qui permettra à tous les acteurs qui opèrent de vraiment pouvoir profiter de cette industrie-là et que cela puisse être bénéfique pour chacun des intervenants. On se réjouit que certains gros acteurs bancaires, tels que par exemple Société Générale ou Ecobank, sont en train de tendre la main aux plus petits, aux fintech, pour qu'ensemble ils puissent construire des solutions adaptées au marché qui répondent aux besoins du marché. Des solutions qui répondent aux besoins du marché. Vous l'avez compris, le continent africain est aujourd'hui au cœur de tous les débats des investisseurs. C'est le continent de l'avenir, comme on le dit, et les fintechs ne veulent pas être en marge de cette aventure. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission et nous étions avec M. Bamori Kamagaté, directeur UEMOA de Uniskip, et avec lui M. Alex Sea, directeur de Africa Fintech Forum. Messieurs, merci pour vos contributions et sachez que vous pourrez retrouver cet entretien ou cette émission sur notre site internet www.media1tv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.